essayer de dresser un panorama de l'objet dont sur lequel j'ai travaillé plusieurs années pour ma thèse, qui est donc l'édition indépendante critique. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça recoupe deux termes sur lesquels dont on a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'édition indépendante? Qu'est-ce que c'est que l'édition critique? C'est des termes un peu à la fois polysémiques, on ne sait pas trop ce que ça recouvre véritablement. Donc moi je voudrais essayer de poser quelques questions autour de cette notion d'édition indépendante et sur la possibilité de cette édition de porter une critique dans l'espace public. C'est un peu les deux choses dont je voudrais parler aujourd'hui. Et puis peut-être s'interroger sur l'articulation entre des objets qui sont donc des livres, des contenus, avec les textes, les auteurs, et puis les personnes qui sont engagées dans ces processus éditoriaux, avec cette idée que l'articulation entre les trois puisse dessiner des territoires critiques, des nouveaux territoires critiques, et donc s'interroger sur ces territoires critiques par rapport au thème de ce colloque. Donc, deux questions principales. Qu'est-ce que c'est que l'édition indépendante? Qu'est-ce qu'on peut légitimement considérer comme relevant de l'édition indépendante? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait caractériser à grands traits, rapidement, l'édition critique? Voilà, les deux choses que je vais aborder maintenant. Alors, une petite précision d'abord. Mon expertise, si tant est qu'il y ait expertise, porte surtout principalement sur ce que j'ai appelé l'édition indépendante critique. Donc c'est des éditeurs de critique sociale et de sciences humaines au sens large, sachant que j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'édition plus littéraire générale depuis quelques années. Mais là, mon intervention sera surtout centrée sur l'édition de critique sociale. Donc des éditeurs, pour le dire rapidement, très disparates, à la fois des toutes petites structures, des micro-structures d'édition qui fonctionnent avec des bénévoles principalement, des gens qui ont un travail à côté pour pouvoir vivre tout en continuant à pratiquer une activité éditoriale dans le sens qui est le leur, enfin ce qu'ils veulent vraiment en faire, et puis des structures assez professionnalisées, des petites structures professionnalisées avec parfois jusqu'à 4, 5 salariés, 20, 30, 40 titres publiés par an, un chiffre d'affaires qui peut être assez conséquent. Donc on a vraiment un continuum entre des microstructures très marginales et des structures d'édition qui sont beaucoup plus installées dans le champ éditorial. Je pense à Agon, La Fabrique, Amsterdam, enfin voilà, beaucoup de maisons d'édition qui vous sont sans doute assez familières. Ce qui est intéressant aussi dans ces maisons d'édition, c'est le fait qu'elles sont vraiment au carrefour de plusieurs secteurs éditoriaux, c'est-à-dire à la fois le secteur militant, enfin ce qu'on pourrait appeler l'édition militante, bien qu'elle n'existe plus vraiment en tant que telle, j'y reviendrai un petit peu plus tard, l'édition militante, l'édition grand public et l'édition universitaire ou savante. On est vraiment au carrefour de ces trois sous-secteurs et ça forme cette espèce de nébuleuse qui est l'édition indépendante de critique sociale. Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'édition indépendante ? Alors on bute, quand on se pose cette question, on bute tout de suite sur le terme indépendant, qui ne veut pas dire grand-chose en soi. On est toujours indépendant par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, c'est un terme relatif. Donc quand on parle d'édition indépendante, il faudrait tout de suite préciser de quoi on parle, et c'est assez complexe en fait, ça ouvre des portes qui sont sans cesse, qui ouvrent sur des vides, ou enfin des définitions qui sont très confuses. Donc j'ai essayé de voir un petit peu plus clair là-dedans. Alors, il me semble que quand on parle dans le secteur des industries culturelles, quand on parle d'indépendance, il y a au moins 3 dimensions qui viennent se mélanger. La première, c'est une dimension économique et juridique. C'est la définition la plus simple de l'indépendance, c'est-à-dire une structure, dans le cas d'une SARL, qui possède 100% de son capital. Alors, sachant qu'il y a quelques coopératives, il y a beaucoup de statuts associatifs dans ces maisons d'édition, mais si on parle de SARL, voilà, c'est posséder 100% de son capital, ou presque une grande majorité de son capital. Et il y a, donc ça c'est la définition la plus simple, sachant que ça permet, quand on parle d'édition, d'indépendance juridique et capitalistique, l'opposé total, l'opposé immédiat, c'est les grands groupes. C'est-à-dire que l'édition indépendante s'oppose aux grands groupes et aux logiques mercantiles qui sont censées incarner.
Deuxième dimension, c'est une dimension politique, c'est-à-dire c'est l'indépendance au sens de contestation de l'ordre dominant. Il y a toujours aussi cette dimension-là, expression d'une pensée subversive quand on parle d'édition indépendante. Troisième dimension, c'est une dimension artistique. Et là, c'est les logiques de l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'on ne va pas répondre à une demande, on va susciter la demande. C'est une logique de l'offre, l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se plier à une demande extérieure. Et ça renvoie à des principes de structuration de l'espace artistique qui sont très anciens. Mais il y a aussi cette dimension artistique dans l'édition indépendante. Et il me semble qu'il faut vraiment croiser ces trois acceptions, ces trois définitions pour bien saisir la notion d'indépendance dans toute sa complexité, sachant qu'il va y avoir plein de combinaisons, évidemment, avec, dans certains cas, la dimension économique et juridique qui est la plus forte, et la dimension artistique qui est assez faible, ou d'autres combinaisons possibles. Mais tout ça débouche bien sûr sur le fait qu'on est sur une notion complexe et polysémique, et ça crée beaucoup d'ambiguïté. D'où un certain nombre de luttes, de définitions qu'il va y avoir autour de ce terme d'indépendance, et qui sont bien sûr exacerbées par la rationalisation économique, ce qu'on a pu appeler l'économicisation des sphères artistiques et culturelles, le fait que les logiques économiques et mercantiles sont de plus en plus prégnantes dans ces univers. Et donc ça va exacerber les luttes autour de qui est indépendant, qui est vraiment indépendant, qui est authentiquement indépendant. Et bon, on voit ça régulièrement dans l'espace public, cette notion revient avec des querelles autour de l'édition indépendante. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que c'est un enjeu. C'est vraiment un enjeu de lutte entre les acteurs, qui ne sont pas uniquement les éditeurs, mais aussi l'espace intellectuel et éditorial au sens large. Moi, j'y inclurais les journalistes, les critiques, les libraires, les bibliothécaires aussi, qui ont beaucoup de choses à dire sur l'édition indépendante. Enfin, tous les acteurs, au sens large, qui sont intéressés par le livre de près ou de loin, les acteurs institutionnels aussi, se retrouvent autour de cet enjeu, et ce fait que ce terme devienne de plus en plus galvaudé au fur et à mesure qu'il devient plus important et plus l'objet d'un enjeu. Alors ceci étant dit, on reste quand même avec un problème, quels critères objectifs choisir quand on parle d'édition indépendante, parce que quand on travaille sur l'édition indépendante, on est obligé de partir sur des critères qui ne soient pas des critères normatifs, et qui ne soient pas pris dans les querelles entre les acteurs sur moi je suis plus indépendant, eux c'est pas des vrais indépendants, etc. Alors je renvoie juste rapidement au livre qui a été publié par Agone, par l'animateur d'Agone, Thierry Discepolo, La trahison des éditeurs, qui a vraiment relancé le débat autour de qui est vraiment indépendant et qui ne l'est pas, sachant qu'il a l'ouvrage est une charge assez appuyée contre en particulier Gallimard et Actes Sud, qui sous les atours de l'indépendance, se comportent comme les grands groupes, ont exactement les mêmes pratiques commerciales que les grands groupes, donc ne sont pas des vrais indépendants. Donc cette volonté de faire un peu le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre les vrais et les faux. Donc je trouve que la publication de ce livre et les enjeux et les débats qui ont eu lieu autour sont intéressants à étudier. Donc pour revenir à la question, quels critères sur l'indépendance qui soient dénués de connotations normatives pour pouvoir travailler de manière un peu scientifique. Je pense qu'il y en a vraiment deux sur lesquels on peut s'accorder relativement facilement, en tout cas, pour faire un socle de départ. C'est celui de l'indépendance donc sur le plan capitalistique et juridique, parce que celui-là c'est le plus simple, il est facilement observable, on peut trancher. Et un deuxième qui est celui de l'indépendance sur le plan intellectuel et politique, c'est-à-dire avoir la maîtrise des orientations intellectuelles de sa maison d'édition. Alors ça c'est intéressant, on pourra peut-être en discuter après dans le débat. Avoir la maîtrise de sa ligne éditoriale, ne pas se la faire dicter ou imposer par quelqu'un d'autre, même si on intériorise un certain nombre de contraintes commerciales, j'y reviendrai, c'est le signe d'une position éditoriale assez volontariste. C'est-à-dire, je sais ce que je veux faire en tant qu'éditeur, il y a des auteurs que je veux publier, des voix qui ne sont pas connues en France, des auteurs totalement oubliés, et je veux les faire connaître, et ça me semble participer quand même d'une certaine définition par le haut de l'indépendance. Alors, une fois qu'on est sur cette définition, ça entraîne quand même un certain nombre de contraintes.
principalement d'ordre économique. Alors, des faibles ressources financières, évidemment. La plupart des éditeurs que j'ai étudiés sont dans des situations d'auto-exploitation, hein, d'eux-mêmes au premier chef, du fait de pression, de situations commerciales très complexes, très difficiles à tenir, surtout lorsqu'il y a cette volonté de ne pas trop exploiter les autres, de les traiter correctement, de les payer correctement. Bon, ça aussi serait intéressant d'en discuter, de ne pas abuser des stagiaires. Enfin, il y a toutes des questions très très importantes, c'est-à-dire on peut se dire indépendant sur le plan intellectuel et politique et se comporter avec ses salariés ou les traducteurs, les maquettistes qu'on emploie de manière pire que les grands groupes qui, eux, ont les moyens de les payer correctement. Donc c'est quand même une question importante pour des éditeurs qui réfléchissent à leur pratique. Donc des formes d'auto-exploitation et un ascétisme que je trouve assez prégnant dans ces postures éditoriales, sous la contrainte, hein, d'une certaine manière. C'est pas forcément un choix, mais c'est une contrainte. Deuxième contrainte, celle d'une grande dépendance vis-à-vis de la diffusion-distribution. Hein, c'est des éditeurs qui, lorsqu'ils ne sont pas autodiffusés, distribués, travaillent le plus souvent avec des entreprises comme Harmonia Mundi ou la Sodis, ou alors des structures plus militantes comme Obo. Mais la diffusion-distribution, c'est quand même un point douloureux, difficile, qui vient peser sur les comptes de la maison d'édition et qui fait que la force commerciale n'est pas toujours à la hauteur de celle des grandes maisons. Il n'y a pas une présence commerciale, un réseau de diffuseurs qui fait une grande différence pour les auteurs, pour leur présence en librairie. Alors, troisième point, c'est un faible écho médiatique. Hein, ça, tous les éditeurs que j'ai rencontrés, enfin, la plupart s'en plaignent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les relais médiatiques des grandes maisons, c'est pas le seuil, la découverte, ça joue beaucoup, d'où l'importance des libraires, d'avoir des bonnes relations et un bon réseau de libraires indépendants qui vont permettre d'une certaine manière de faire contrepoids dans des villes comme Paris, des villes universitaires, où là le maillage des librairies indépendantes, donc là il y a une homologie entre les positions des libraires et des éditeurs, ils vont vraiment être des alliés importants pour les éditeurs. Donc toutes ces contraintes liées à l'indépendance débouchent malgré tout sur des positions marginales ou presque marginales, où il y a toujours ce risque de la marginalité au prix de l'indépendance, qui me semble une tension importante, et un développement qui peut être contraint. Ça peut être par choix, ça peut être un choix de peu se développer pour justement rester maître de ses outils, de sa politique éditoriale, mais l'enjeu de la professionnalisation est important et du développement aussi. Voilà, pour faire très rapidement sur la question de l'indépendance, mais je pourrais en parler beaucoup plus longuement et je pense qu'on y reviendra dans le débat. Deuxième point que je voulais aborder, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui ce que j'ai choisi d'appeler l'édition critique en France? Alors, sans trop entrer dans le détail, il me semble qu'il y a 2 points, en tout cas, j'ai choisi 2 points qui me semblent importants. Le premier, c'est, alors pour les éditeurs que j'ai étudiés, je mets tout de suite ce petit bémol, c'est le choix des sciences humaines au sens large comme domaine de publication. Alors, donc, au sens large, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, mais aussi les gender studies, les post-colonial studies, etc., enfin toutes les studies, la philosophie, etc. À partir des années 90, il y a vraiment eu un renouveau au niveau de l'édition de sciences humaines qui est très très intéressant, surtout à mettre dans une perspective historique, même sans remonter très très loin. C'est un choix qui me semble d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit en rupture par rapport à tous les discours de déploration de la crise des sciences humaines. On ne peut plus, après le supposé âge d'or des années 60 et son déclin dès les années 70. C'est-à-dire qu'on serait dans une époque où les sciences humaines n'intéressent plus personne. Et ce discours de déploration a été énormément relayé, en partie par les éditeurs que j'aurais tendance à appeler mainstream, hein, qui ont beaucoup participé de ce discours. Évidemment, dans un contexte de chute des tirages et des ventes, hein, ça c'est un fait incontestable, mais ces éditeurs, dont Amsterdam a été un bel exemple, les Prairies ordinaires aussi,
sont arrivés avec des discours complètement inversés par rapport à cet état des lieux. C'est-à-dire, non, on peut continuer à faire des choses intéressantes en sciences humaines, et en plus, on va le faire par le biais des traductions, ce qui, a priori, cumule tous les handicaps. Alors déjà, les sciences humaines, ça n'intéresse plus personne, mais en plus, on va faire des traductions, ce qui coûte plus cher, ce qui intéresse encore moins les gens, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas intéressés par ce qui se fait à l'étranger. Enfin, ce qui est vraiment très intéressant à analyser, ce phénomène de prendre le contre-pied de tout ce qui, a priori, ne va pas, et ce qui semble de l'ordre un peu de la mission impossible. Alors, si on examine un peu en détail la production de ces éditeurs en sciences humaines, il me semble qu'on peut dégager deux pôles principaux, alors sachant que c'est très artificiel, hein, parce que c'est plutôt de l'ordre du continuum, on ne peut pas classer les ouvrages, on ne peut pas tous les classer en tout cas clairement comme ça, mais il y a un pôle que j'appellerais engagé, un pôle temporel qui va plutôt être de l'ordre des enquêtes, des témoignages, des documents. Donc là, c'est plus des auteurs qui sont issus de l'univers associatif ou la société civile au sens large, qui ne va pas être particulièrement des universitaires, il peut y en avoir, mais pas particulièrement, et qui va s'adresser à un public plus indifférencié. Alors ça peut être à la fois très militant, comme beaucoup de petites collections libertaires dans les années 90, mais aussi, ça peut être, les arènes sera un bon exemple de ce genre de pôle engagé. Engagé dans le monde, hein, dans le sens document, et puis un pôle à plus forte dimension théorique, qui va principalement être structuré autour de l'essai. Alors l'essai étant une des formes d'expression du politique, hein, une des formes les plus importantes, les essais vraiment à forte tenue théorique, réflexive, et là ça va être des éditeurs plutôt comme Delga, comme Amsterdam aussi, l'Éclat, voilà, des éditeurs qui vont beaucoup publier d'essais. Le plus souvent d'universitaires, mais pas uniquement, et destiné à un public a priori plus restreint. Deuxième élément sur la production, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser au format. Alors historiquement, l'édition militante, hein, l'édition politique était plutôt sur les petits formats, hein, des livres qui circulent, qui ne sont pas trop onéreux, qui sont faciles à acheter, à mettre dans sa poche. Il y a tout un imaginaire autour du petit format, hein, dans l'édition politique. Il y a beaucoup d'historiens qui ont analysé ça. Il y a évidemment eu un renouveau très fort de ces petits formats, Raison d'agir, La Fabrique, des livres pas trop chers, compacts, 130 pages, 128 pages, 150 pages maximum, voilà, pour plein de bonnes raisons, qui font circuler les textes. Mais il y a aussi eu, alors c'est plus difficile économiquement à tenir, il y a aussi eu des gros ouvrages, des pavés de réflexion qui ont été publiés, parfois en plus des traductions, donc, qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, redoubler les difficultés. Et je pense là à Amsterdam, qui en particulier au début, dans ses premières années d'existence, a beaucoup publié Les Lumières radicales, 900 pages, si je ne m'abuse. C'est quand même, c'est presque un acte politique de publier un livre en traduction qui fait 900 pages, qui était vendu, je ne sais plus, peut-être 40 €, mais pas beaucoup plus, hein, parce que c'est difficile mais ça, les éditrices d'Amsterdam pourront nous donner des précisions sur ça. Donc voilà, cette tension entre des gros ouvrages de réflexion et des petits ouvrages qui circulent, qui sont plus des ouvrages d'intervention. Avec bien sûr des rééditions de classiques politiques, hein. Là ça va être très important aussi, je pense à L'Échappée, mais il y a plein d'autres éditeurs qui vont rééditer Rosa Luxembourg, Bakounine, voilà, ces petits ouvrages qui participent en fait d'une logique un peu pédagogique et mémorielle. On va rappeler les classiques libertaires, les classiques anarchistes, le marxisme critique. Il va y avoir tout un travail qui rappelle beaucoup le 19e siècle, qui est vraiment très intéressant par cette espèce de renouveau aussi, presque d'une volonté d'éducation populaire, sauf qu'on n'appelle plus ça l'éducation populaire aujourd'hui, mais cette dimension pédagogique est intéressante. Alors, enfin, moi j'en ai déjà parlé, la place des traductions, hein, qui me semble vraiment centrale avec donc les éditeurs dont j'ai parlé. Cette désaffection des éditeurs, des grands éditeurs, hein, qui faisaient Gallimard, Flammarion, La Découverte, PUF, hein, qui ont fait beaucoup de traductions au moment du grand essor des sciences humaines. Cette désaffection des grands éditeurs pour la traduction
avec l'idée que ça se vend beaucoup moins et que bon, c'est trop risqué économiquement. Ça va être les petits à la marge qui vont reprendre le flambeau. Avec cette idée qui fonctionne vraiment bien, que ça permet à des nouveaux entrants qui sont dénués de capital symbolique, pour utiliser l'expression de Pierre Bourdieu, d'acquérir assez rapidement du capital symbolique. Pour le coup, quand vous publiez Frederick Jameson ou Judith Butler, ça en jette un peu quand même, c'est bien. Vous importez, c'est important d'être l'importateur, l'éditeur qui a pris le risque d'importer quelqu'un qui est extrêmement reconnu ailleurs, mais pas encore en France. Donc c'est des stratégies qui sont très intéressantes, qui sont très risquées financièrement, mais qui sont aussi riches de retour sur investissement sur le long terme, et qui participent d'un vrai travail éditorial de prise de risque en fonction d'un auteur sur lequel on mise parce qu'on croit en sa valeur. Voilà, donc juste ça, très, très rapidement sur les traductions. Et puis aussi, dans le cas d'Amsterdam, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment des pans entiers de la production universitaire, comme les gender studies, les post-colonial studies, les subaltern studies, qui étaient complètement inexistantes en France, vont trouver un mode d'accès à l'espace public en français grâce à ce travail de défrichage, avec un pari quand même assez risqué aussi, puisque ces études-là existent très peu, un petit peu pour les gender studies, et encore, elles sont pas institutionnalisées à l'université. Donc souvent, la production universitaire, enfin Maxime, je vois que donc tu pourras peut-être me corriger sur ça, mais il n'y a pas de filière instituée à l'université de post-colonial studies, même si j'imagine que ça commence à percer. Donc le risque est d'autant plus important parce qu'il n'y a vraiment pas de prescription universitaire derrière qui viennent comme en sociologie ou en histoire, même si en sociologie c'est assez faible, ça vient quand même asseoir quelque chose. Bon, je me perds pas trop là-dedans parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Il te reste plus de temps. Il me reste plus de temps. Alors juste une dernière chose sur le caractère politique de ces éditeurs qui est vraiment intéressante là aussi à souligner parce qu'elle est arrivée à un moment où c'est un moment de dépolitisation du champ éditorial. Après le départ de Maspero, de la découverte, la crise des éditions sociales, la fin de Champ Libre, on était vraiment dans une phase de dépolitisation très importante au niveau éditorial, avec là aussi des discours très pessimistes sur la possibilité de pouvoir porter un discours critique qui n'intéressait plus personne, la montée des nouveaux philosophes. Enfin, vous connaissez, j'imagine, toute cette histoire du champ intellectuel français. Donc, ce renouveau par les maisons d'édition est assez typique de cycles. Quand on regarde sur le long terme, il y a toujours eu des cycles comme ça de reflux et de poussées de critiques sociales. Mais cette repolitisation me semble très intéressante. Et dernière chose, c'est une repolitisation qui est différente pour le coup de celles qui ont précédé, en ce sens qu'il y a vraiment une rupture par rapport à l'édition militante. Ce n'est plus possible aujourd'hui, mais là aussi on pourra en discuter, de faire de l'édition militante au sens traditionnel du terme. C'est vraiment un lieu hybride entre une production intellectuelle et une production politique, au sens large de réflexion sur un vivre ensemble, la police POLIS, etc. Donc ce lieu hybride entre exigence intellectuelle et très forte exigence sur le plan politique me semble aussi une des caractéristiques centrales de cet espace critique. Mais voilà, je m'arrête. Merci beaucoup.